Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Speedmaster Gold Line de 2022. Les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test d'une machine que je rêve de tester depuis qu'elle est sortie il y a maintenant près de 5 ans. On est donc sur une moto de la gamme Triumph Bonneville. Je rappelle qu'il s'agit d'une gamme de néo-rétro. Et dans cette gamme Bonneville, vous avez ce modèle qui s'appelle la Speedmaster. Alors son nom peut être un petit peu décalé par rapport au look de la machine, hein. Speedmaster, le maître de la vitesse. Finalement, cette moto n'est pas vraiment taillée pour la vitesse. On voit que c'est un gros cruiser et une machine clairement avec un look rétro. Cette Speedmaster est en finition Gold Line. C'est une finition spéciale qui a été introduite par Triumph il y a maintenant à peu près 1 an et demi. En fait, vous avez une peinture exclusive à cette finition et surtout, vous avez des lignes dorées qui sont peintes à la main par un artisan. Et cette finition donc coûte environ 1000 € de plus. C'est un petit peu cher le coût de peinture, mais bon, ça donne un cachet à cette machine. Vous avez les lignes dorées du réservoir qui sont peintes à la main. Au niveau motorisation, sur cette machine, on a un gros bicylindre en ligne. On est sur le 1200 HT, donc High Torque, un moteur conçu vraiment pour délivrer du couple et non pas vraiment de la puissance. Ce moteur délivre 78 chevaux, ce qui reste modeste donc au vu de la cylindrée. Par contre, on a 106 Nm de couple et ça dès 4000 tours. La machine que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui est globalement d'origine. Elle n'a pas subi d'énormes transformations, vu qu'en plus c'est une série presque limitée, cette Gold Line. La seule modification qu'a apporté le propriétaire à cette moto, c'est la suppression de la place arrière. Normalement, cette machine se distingue justement de sa sœur Bobber, qui est normalement une moto exclusivement monoplace, par la présence d'une selle passager ainsi que d'une poignée de maintien chromée. Aujourd'hui, vous pouvez voir que la poignée de maintien a été supprimée et vous n'avez plus la selle arrière. Bon, comme souvent avec les Triumph, on a un catalogue d'options qui est assez balèze. Cette machine, bizarrement, n'est pas suréquipée en termes d'options officielles. Vous avez les poignées chauffantes qui ont été installées et vous avez aussi des protections, des crash bars. Pour le reste, quasi tout est d'origine. Donc comme je vous le disais, on est sur une machine avec une philosophie un peu à l'ancienne et en termes de prise en main, c'est vraiment génial. On retrouve la facilité d'une moto ancienne. La moto est très très basse. Moi, du haut de mon 1m70 m, j'arrive à poser les 2 pieds complètement à plat. On a ce grand guidon chromé qui est recourbé vers le pilote. Donc on a un très bon bras de levier et la position sur la machine est vraiment sympa. Vous pouvez voir d'ailleurs que les commandes aux pieds sont un peu vers l'avant, mais on n'est pas non plus avec les jambes tendues comme sur certains cruisers d'une taille exubérante. Là, la machine est plutôt petite finalement dans sa catégorie et il n'y a aucun problème pour la prise en main, ça se fait tout seul. Bon, de plus, sur cette machine, la selle est vraiment confortable. Dès qu'on se met dedans, on a l'impression d'être dans un petit canapé. La selle est assez creusée, ça fait un petit dossier derrière vos fesses. Franchement, j'adore vraiment la prise en main instinctive de cette machine. C'est une moto qui est quand même relativement lourde. Elle est donnée pour 263 kg tout plein fait, donc avec 12 litres de carburant. Mais vu qu'elle est très ramassée et très proche du sol, finalement, le poids n'est pas très perceptible à partir du moment où on se déplace. C'est uniquement lorsque vous voulez déplacer la machine en la poussant pour faire quelques manœuvres à l'arrêt que là, le poids se fait vraiment sentir. D'ailleurs, cette position permet, si nécessaire, vous voyez, de se tourner complètement afin de vérifier les angles morts. On est très très à l'aise sur cette machine.
On a bien sûr des rétros, ceux-ci sont chromés comme plein de pièces sur cette moto et ils sont suffisamment sur l'extérieur pour ne pas être gênés par vos bras ou vos coudes. Par contre forcément ça vous implique la nécessité de tourner carrément la tête afin de voir ce qu'il y a dans les miroirs. Et là vous voyez, je m'arrête, j'ai les deux pieds parfaitement à plat, alors qu'en plus je suis obligé d'écarter un peu les jambes, car sinon j'aurais les mollets en train de cuire sur les échappements. Échappements, vous voyez, qui sont symétriques, hein, il y en a un de chaque côté. Et la sonorité, pour une machine Euro 5 avec des échappements d'origine, est vraiment sympa. D'ailleurs, ici j'accélère un peu. Et sans forcément prendre beaucoup de tours, ça marche déjà très bien. Et la sonorité est très cool. Alors ici j'accélère un petit peu. Et vous voyez que finalement, quand je veux accélérer juste pour suivre le même rythme que les autres, j'ai même pas besoin de dépasser les 3000 tours. C'est vraiment la force de ces gros moteurs gavés de couple. On a tout le temps de la patate et ça quasi peu importe le régime à laquelle on se trouve. Maintenant, vous voyez que je suis à 60, à 2000 tours en quatrième. Je crouse tranquille, ça vibrote un petit peu, la sonorité est pas mauvaise. Par contre, si j'essaie de passer la cinquième, là je tombe à 1700 tours et là ça vibre beaucoup plus. Je peux quand même reprendre, mais on sent bien que je suis en sous-régime. Le moteur n'est pas dans sa plage efficace. J'arrive maintenant sur le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse, donc je suis en première. La machine s'incline assez facilement, il faut juste que je me réhabitue avec cette position, avec les jambes un peu vers l'avant. Mais finalement, c'est beaucoup plus facile que ce que le poids de la machine pourrait suggérer. Sur cette moto, on a des pneus qui sont relativement fins, c'est des pneus style un peu ballon. C'est des jantes en 16 pouces avant et arrière. Et à l'avant, on a juste 130 de largeur et 150 à l'arrière, si je me souviens bien. Donc les amis, vous avez reconnu l'endroit. On est ici, comme d'habitude, pour tester l'accélération de ce modèle. Comme c'est un modèle récent, on a bien sûr des aides électroniques, il y a un traction control et je vais le laisser activer. Et on a deux modes d'injection. Vous avez le mode road qui est le mode normal et aussi le mode rain réservé bien sûr aux jours de pluie. Aujourd'hui, on a de la chance, il ne pleut pas, ou du moins pas encore. Donc on va rester sur le mode road. Je rappelle donc, la machine pèse 263 kg tout plein fait et là j'ai le plein pour 78 chevaux. Et je ralentis. Bon, ce qui est assez surprenant avec cette machine et déstabilisant pour moi, c'est que finalement on est sur un gros moteur donc basé sur le couple et il n'y a pas de contour, donc je ne sais pas à quel moment je vais me bouffer le rupteur. Et souvent sur ces moteurs le rupteur est assez désagréable, donc j'étais un peu méfiant sur les accélérations. Néanmoins, là vous l'avez vu, ça accélérait tout à fait convenablement. Je vais essayer de monter un peu plus dans les tours. On va refaire l'accélération de l'autre côté. Donc, comme d'habitude, je teste de faire un demi-tour. Donc j'ai les deux pieds bien à plat. L'angle de braquage n'a pas l'air gigantesque. Par contre, on se retrouve très vite embuté. Bon, avec les deux pieds parfaitement à plat, aucun problème pour maintenir la moto en équilibre. Et il me faut quand même toute la largeur de la route, hein, vous le voyez, pour faire demi-tour. Donc ça braque pas trop mal, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. Allez, on est reparti, je vais essayer de monter un peu plus dans les tours. Let's go! Et je ralentis. Donc le frein arrière freine pas trop mal, et le frein avant, franchement, ça va. Alors sur cette machine, on a
Un double disque à l'avant de chez Brembo. À l'arrière, je ne sais pas qui est derrière ce matériel, c'est pas siglé. Bon, au niveau de l'accélération, j'avoue que le fait d'avoir les pieds vers l'avant, et ça me déstabilise un peu. J'ai du mal à accélérer à fond. J'ai toujours l'impression que je risque d'être un petit peu désarçonné. Et le fait, une fois de plus, de ne pas avoir de zone rouge sur l'accélérateur, enfin sur le compte tour, ça fait que je me méfie vraiment de cette rupture qui est très souvent très déstabilisante sur ce genre de motorisation. Bon, de toute façon, c'est pas une moto qui est vraiment conçue pour des performances ultimes, contrairement à ce que son nom pourrait le suggérer. Maintenant, dans ce rond-point, ça se balance assez bien, faut rester vigilant parce que c'est pas une machine avec une grosse garde au sol. Et je réaccélère un bon coup. Quand on dépasse les 5000 tours, il y a quand même pas mal de vibrations qui remontent directement depuis les repose-pieds. Alors c'est sympa, quand on accélère comme ça rend la machine un peu vivante. Mais je pense que sur le long terme, ça pourrait être vite désagréable. Au niveau des leviers, les deux, que ce soit le frein ou l'embrayage, les deux sont réglables en écartement. Ça c'est plutôt bon une fois de plus. Et on a des leviers qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a chez Harley-Davidson. Les commodos sur cette machine sont assez, comment dire, bizarres sur une moto de ce genre. Car on est sur une machine qui se veut un peu vintage dans son look. Et finalement les commodos sont en plastique, pas forcément très jolis. Et surtout pas du tout harmonieux avec le reste du design de la machine. Sur la gauche, vous avez bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. Vous avez aussi le régulateur de vitesse, ainsi que le bouton pour naviguer dans l'écran du tableau de bord. Sur la droite, coupe-circuit, feu de détresse, démarreur, ainsi que le bouton pour changer de mode de conduite. Le tableau de bord est lui aussi réduit au plus simple. On a juste un compteur à aiguille qui vous indique votre vitesse. Et en dessous, un tout petit écran à cristaux liquides monochrome vous indiquant votre réserve de carburant. Vous avez le rapport engagé qui est indiqué. On a, si on le désire, le compte tour, mais uniquement en version numérique. Et on peut faire défiler les infos, avoir le kilométrage bien sûr, on peut avoir les tripes 1, trip 2, la consommation moyenne, consommation instantanée et le nombre de kilomètres encore faisable avec ce qu'on a dans le réservoir. Donc finalement c'est pas mauvais, il y a quand même pas mal d'informations, mais pour une machine moderne à ce prix là, j'aurais vraiment aimé à la place de cet écran monochrome un petit écran couleur bien plus lisible et surtout encore plus complet. Bon, me voilà de nouveau en ville et cette machine, comme je vous le disais, s'accommode assez bien de se déplacer à environ 2000 tours. Par contre, dès qu'on descend en dessous des 2000 tours, là le moteur est à sa limite de souplesse. Donc il faut garder ça en tête et ne pas trop le travailler en dessous des 2000. Alors ici de nouveau un virage à basse vitesse. Pas de problème, là il y a un gros creux. Alors les suspensions sur cette machine sont assez classiques, hein. À l'avant vous voyez qu'il y a une fourche classique, elle n'est pas inversée. D'ailleurs il y a des soufflets de fourche, ce qui renforce le côté vintage. Elle n'est pas réglable. On va voir juste après cette côte ce que ça donne sur quelques dodanes. Ici je suis en troisième à 2000 tours, je sors de l'agglomération, je suis en côte, j'accélère fort et ça vibrote et ça repart. On arrive maintenant sur le dodane dont je vous parlais il y a quelques secondes. Je descends à 30 km/h. Alors c'est plutôt confortable, c'est pas trop mou et c'est pas trop sec non plus. À l'arrière, on a un mono-amortisseur qui est dissimulé sous la selle. Et là, je reprends ce dodane. Ça passe, franchement, ça va. Je sais que le réglage de l'amortisseur à l'arrière est actuellement sur la position moyenne. Et même en prenant ce dodane, vous le voyez, à 40, ça reste tout à fait tolérable.
Sur les cruisers de ce genre, c'est toujours important d'avoir quand même un peu de confort sur la suspension arrière, car vu que vous avez les jambes vers l'avant, il est assez difficile de compenser les chocs avec vos jambes. On arrive maintenant dans une succession de virages. Allez, j'accélère un peu, il faut quand même que je me méfie parce qu'on est en hiver. Il pourrait y avoir du verglas ou de la boue. Ah, les reprises à mi-régime vers 4000 tours, là où le couple est le maximum, c'est vraiment sympa. On a quelques vibrations à ces régimes-là et ça, ouais, ça marche vraiment bien. Le souci, en fait, c'est que la moto, elle est presque trop agile. On aurait tendance à vouloir la faire pencher bien plus que ce qu'elle est réellement capable de faire. Et la sonorité est vraiment cool, hein. Lorsqu'on a besoin, le frein est présent. Il est même surprenamment efficace. Et je ralentis. Wouhouhou. Alors sur cette machine, on a une boîte de vitesse à 6 rapports. Et franchement, la boîte est hyper fluide, bien étagée. On n'a pas du tout le côté un peu brutal ou qui ferait du bruit, comme c'est souvent le cas sur ce genre de machine. On est très loin de ce qu'il y aurait par exemple chez Harley Davidson. Là, c'est très fluide, ça marche très bien. J'espère que vous profitez du bruit de l'échappement comme moi, parce qu'il est vraiment sympa. Au final, le plus souvent, je passe mes vitesses vers 4000 tours sur la zone de couple maximale. Je me sens pas forcément l'utilité de monter au-delà de 4000 tours. On va maintenant passer sur l'autoroute. Alors, il n'y a personne, je m'engage. On se met tout de suite en 6e. Donc en 6e, à 100 km/h, je suis environ 2500 tours. Donc je vais faire un test de reprise. Là, je suis en 6e à 100. J'accélère à fond. 110, 120, 130, et après ça part. De nouveau, dès qu'on arrive vers les 4000 tours, on sent bien que le moteur il marche vraiment mieux. Bon les amis, je pense que vous l'aurez constaté comme moi, hein, on peut parfaitement envisager de rouler sur l'autoroute avec cette moto, techniquement il n'y a pas de problème. Ce qui risque de limiter cet usage, c'est clairement le manque de protection. Mais ça c'est pas une surprise, hein, quand vous achetez ce genre de moto, vous êtes au courant. Bien qu'on soit sur une machine avec un look clairement néo-rétro, au niveau de l'éclairage, on est sur du full LED. À l'avant, on a un gros phare rond avec un look assez vintage, mais il intègre des LED. L'éclairage est très puissant, il éclaire plutôt bien. Les clignotants, eux, sont également à LED et ils sont relativement gros, peut-être un peu trop gros à mon goût. Et à l'arrière, on a le feu stop, enfin le feu arrière, qui lui est très disgracieux. On a l'impression même que c'est un peu un furoncle sur cette machine où tout est plutôt joli. Là, on a cette pièce en plastique mat, alors que tout le reste est soit chromé, soit dans une finition brillante. J'ai vraiment pas compris le choix de ce feu à l'arrière. Finalement, concernant la protection face à l'air ambiant, je suis quand même assez surpris car l'air est dévié très légèrement et je peux rouler jusqu'à une centaine de kilomètres/heure, voire même un peu plus, avec la visière grande ouverte sans que ce soit forcément très gênant. Et si je baisse un peu la tête, je sens bien que j'ai beaucoup moins d'air d'un seul coup. Allez, c'est parti pour une dernière accel. Ouais, ça marche bien quand on veut. Faut se cramponner hein, quand on accélère vraiment à fond.
Et c'est la position de conduite qui, moi, personnellement, me limite un peu dans les accélérations. Parce que la forme du guidon, même si elle est agréable, on se fatigue pas du tout, je trouve qu'elle n'est pas optimale pour, comment dire, se cramponner à la machine. Vous voyez que ça part un peu sur le côté comme ça. Donc on a presque parfois l'impression que si on accélère trop fort, on va avoir les mains qui vont glisser. On n'aurait pas cette impression, par exemple, sur la version Bobber, qui, elle, a un guidon droit. Et pareil, avec les jambes vers l'avant, bah, je me sens pas forcément aussi en confiance et en contrôle que si j'avais les repose-pieds un peu plus près de moi. Enfin, mis à part ces quelques petits désagréments mineurs, ça reste une très très bonne machine. Au niveau des aspects pratiques, par contre, comme souvent sur les cruisers, ça va être vite vu qu'il n'y a aucun aspect pratique sur cette machine. Et il n'y a aucun rangement. Si on enlève la selle, vous arrivez sur la suspension et sur les quelques outils nécessaires justement au réglage de celle-ci. D'origine, normalement, on a une selle pour le passager ainsi qu'une poignée de maintien, je le rappelle. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Concernant la consommation, on est à 5,5 litres en moyenne, ce qui est un petit peu plus que les 4,5 litres annoncés par Triumph. Le propriétaire me disait que même en roulant vraiment cool, il n'a jamais réussi à descendre en dessous de 5 litres au 100. Donc avec les 12 litres dans le réservoir, vous savez que vous avez 200 km d'autonomie avant d'aller refaire le plein. Bien que cette machine soit plein de bons côtés, il va falloir parler pour moi de son plus gros point faible. Et c'est tout simplement son tarif. Cette machine en finition Gold Line est vendue actuellement en 2023 16 600 €. Et franchement, je trouve que c'est quand même très cher. La machine est plutôt bien finie, même si on n'est pas au niveau dingue de sa grande sœur, la Rocket 3. Mais ça manque de techno, ça manque d'équipement. C'est pour moi une machine qui devrait coûter en grand maximum 14 000. Là, à 17 000 presque, si vous prenez ne serait-ce qu'une ou deux options, je trouve ça un peu cher. Bon, maintenant, c'est une moto qui est en vente depuis presque 5 ans, donc vous pouvez commencer à en trouver d'occasion, mais c'est pas une machine qui est extrêmement populaire, donc finalement, sur le marché de l'occasion, elles sont quand même relativement rares. Au fil des années, il y a eu différents coloris proposés sur cette machine, et les plus rares, entre guillemets, c'est cette version Gold Line, et aussi une version Chrome qui est encore en vente actuellement. Concernant l'entretien, comme pour la plupart des machines récentes, c'est une révision par an, ou alors tous les 16 000 km. Mais bon, très rares sont les gens qui font plus de 16 000 km en un an. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Speedmaster. Une machine finalement très sympa, mais son nom n'a globalement rien à voir avec ce qu'elle est réellement. Si vous avez des questions concernant ce modèle, je vous invite bien sûr à les mettre dans les commentaires. Si vous possédez cette machine, pareil, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience. Ce sera très apprécié vu que c'est pas une machine très présente sur nos routes. Je tiens de mon côté à remercier de nouveau le propriétaire de cette machine d'être venu jusqu'ici afin que je puisse vous la présenter. Et je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, la plupart des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule, que ce soit voiture ou moto, que vous aimeriez que je présente en vidéo sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je remercie aussi mes tipeurs qui me soutiennent financièrement afin de pouvoir continuer cette activité malgré les déboires de YouTube au niveau financier. Allez, je vous dis à bientôt et à tous.
Au niveau de la finition, vous pouvez voir que comme souvent chez Triumph, ils essaient vraiment de tout faire pour que ça ressemble à une machine ancienne. Donc on a des faux carburateurs et tous les réservoirs, que ce soit de liquide, de refroidissement ou de frein, tout est dissimulé. C'est plutôt pas mal. Le seul défaut esthétique, c'est bien sûr le radiateur de liquide de refroidissement qui est quand même assez visible. Et en plus, le garde-boue ne le protège pas bien. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une grosse trace de terre qui est dessus.